Bien, bonjour à tous. Euh, je ne vous vois pas, mais je sais que vous êtes nombreux à suivre cette visioconférence. Alors, je ne vous vois pas, c'est très désagréable parce que quand je ne vois pas le public, je ne sais pas comment le public réagit. Je ne sais pas si le public dort ou si le public suit. C'est un petit peu difficile. Donc, je vais vous faire une présentation aujourd'hui. Je vais me présenter tout d'abord et une présentation sur les problèmes de succession des parents d'un enfant en situation de handicap. Donc, je m'appelle Hugues Misseret, je suis notaire, ou plutôt j'ai été notaire pendant 40 ans de ma vie, puisque maintenant je suis en retraite. Et je me suis spécialisé au cours de mon exercice professionnel sur la problématique des familles ayant un enfant handicapé. Donc, les problèmes de protection juridique, les problèmes d'organisation patrimoniale, les problèmes de succession, les problèmes d'aide sociale, toutes ces questions-là. Ceci dit, pour être franc aussi avec vous, je suis notaire, je ne suis pas médecin. Donc, je n'ai pas de connaissances particulières en matière médicale, même si j'ai la chance d'avoir une épouse qui, elle, est médecin et qui a pu m'aider dans un certain nombre de problématiques médicales. Mais moi, je vais vous parler de questions patrimoniales, d'organisation patrimoniale. Je ne parle pas de gestion de patrimoine, parce que le terme gestion de patrimoine, on a toujours l'impression que ça fait grosse fortune, alors qu'en réalité, l'organisation patrimoniale, ça concerne absolument tout le monde. Ça concerne vous et moi, à partir du moment où il y a une personne en situation de handicap dans la famille. Vous pardonnerez aussi, je précise en introduction, mon vocabulaire. J'ai un vocabulaire parfois un petit peu synthétique. Je parle d'enfants handicapés, je parle de personnes handicapées. Je sais que ce n'est pas très politiquement correct, mais ça permet souvent d'abréger l'exposé. Succession des parents en présence d'un enfant handicapé. C'est une question que j'ai entendue des dizaines ou des centaines de fois. Que va-t-il devenir? Que va-t-elle devenir quand nous ne serons plus là? Voilà, c'est une réflexion bien sûr importante chez les parents qui s'inquiètent pour leur enfant handicapé sur l'avenir. Autrefois, les enfants handicapés ne vivaient pas très longtemps. Ils décédaient en général avant les parents. Et les situations étant bien sûr différentes aujourd'hui, où avec les progrès de la médecine et de l'accompagnement des personnes handicapées, les personnes avec handicap survivent à leurs parents, et c'est une question à laquelle il faut réfléchir. Quand je parle d'enfants handicapés, pour le propos d'aujourd'hui, je parle bien entendu des questions de handicap mental, de maladies psychiques, de troubles du développement intellectuel. Je ne parle bien évidemment pas des questions de handicap physique. Les personnes qui sont malentendantes, les personnes qui sont malvoyantes, les personnes qui ont des maladies génétiques musculaires, des choses comme ça, c'est tout à fait différent. Et donc, ce ne sera pas le propos ici. Moi, je ne vise que les personnes ayant une déficience intellectuelle, ce que j'appelle, moi, un enfant handicapé. Et l'enfant, ce n'est pas forcément un petit. L'enfant, il peut avoir 30, 40, 50, 60 ans. On reste toujours l'enfant de ses parents. Quelques réflexions et orientations donc sur le devenir des personnes handicapées après la disparition des parents. Je vais vous présenter un certain nombre de réflexions. Je vais vous faire part un petit peu de mon expérience professionnelle et je vais vous dire probablement, je ne veux pas dire peut-être pas des banalités, j'espère, mais des généralités. Chaque cas est particulier. Chaque être est un individu. Chaque cas doit être vu de façon individuelle. Et je ne peux pas, bien entendu, rentrer dans la situation personnelle, individuelle de chacun d'entre vous. Vous êtes plus de 150 à suivre cette visioconférence. Je ne peux pas avoir une réponse aux questions de chacun parce que les questions sont extrêmement variées, les situations sont extrêmement variées. Selon la composition familiale, est-ce qu'il s'agit d'une personne handicapée
qui a encore ses parents? Est-ce que l'un des parents est décédé? Est-ce qu'il y a des frères et sœurs ou est-ce qu'il s'agit d'un enfant unique? Est-ce que c'est une personne handicapée qui vit en couple, qui a un conjoint, qui a éventuellement des enfants? Selon toutes ces disparités de situation familiale, bien entendu, le problème s'analysera de façon différente. Le problème s'analyse de façon différente aussi, bien entendu, selon le patrimoine familial. Qu'est-ce qu'il y a comme bien dans la famille? Est-ce qu'il y a un petit peu de revenus pour la personne handicapée? Est-ce qu'il y a un petit peu d'économie chez les parents? Est-ce qu'il y aura une succession? Est-ce qu'il y a une maison? Est-ce qu'il y a des terres, des choses comme ça? Voilà. Là encore, toutes les situations sont extrêmement différentes et il faut adapter à chaque situation personnelle. Selon le type de handicap, bien évidemment. Je vous ai parlé tout à l'heure du handicap physique ou du handicap mental. Moi, je ne m'intéresse ici qu'aux situations de handicap mental, troubles du développement intellectuel, quelle qu'en soit l'origine, que ce soit génétique, puisqu'elle est le cas essentiellement pour l'association Handirard, mais que ce soit aussi des problèmes de malformation, d'accidents à la naissance, de choses comme ça. Et je dirais même que c'est encore plus compliqué, puisque selon les différents types de handicap, mais à l'intérieur même des différents types de handicap, il y a des situations extrêmement différentes. Avec un même handicap, qu'il s'agisse d'une trisomie 21, qu'il s'agisse d'une maladie d'Angelman, qu'il s'agisse d'un problème du chromosome 22, etc. Quel que soit le type de handicap, à l'intérieur d'un même type de handicap, on a des situations extrêmement différentes. On a des situations avec des personnes qui sont plus autonomes, plus indépendantes, et d'autres qui, avec le même handicap, seront dans une situation plus difficile, avec plus de dépendance, avec plus de besoins d'accompagnement. C'est essentiellement pour moi ce critère-là qui est à prendre en compte. Ce n'est pas la nature du handicap, le type de handicap, ce sont les besoins de la personne. Je cherche toujours à mettre la personne au centre de la réflexion qui est la nôtre pour connaître au mieux ses capacités, ses difficultés, ses besoins d'accompagnement en fonction de sa composition familiale, en fonction du patrimoine familial, en fonction de ses ressources. Vous savez, c'est comme à l'intérieur d'une classe d'enfants entre guillemets ordinaires, eh bien, il y en a qui sont premiers de classe et puis il y en a qui sont derniers de classe. Il y en a qui marcheront mieux, puis il y en a qui marcheront moins bien. Eh bien, dans les différents handicaps, c'est exactement la même situation. À l'intérieur d'un même type de handicap, on a des situations extrêmement variées. Je n'aime pas quand on dit les trisomiques, ils sont comme ça, les Angelman, ils sont comme ça, les maladies de Williams-Beuren, ils sont comme ça, etc. Non, ce n'est pas vrai. À l'intérieur de chacun, il y a des situations extrêmement différentes. Il faut vraiment s'adapter à la situation individuelle de la personne. Les questions sont extrêmement variées. Que va-t-il devenir quand nous ne serons plus là? Bien entendu, c'est la question générale. Quelles seront ses ressources? Je réponds souvent quels seront ses besoins. Voilà, il faut réfléchir à tout ça et il faut essayer d'anticiper. Ne pas attendre qu'il soit trop tard. Ne pas repousser indéfiniment le problème. Je vois malheureusement trop de familles qui viennent me voir en disant on verra plus tard, on verra plus tard, on verra plus tard, jusqu'au jour où le pépin arrive, la maladie, l'accident, les problèmes de vieillissement et autres. Alors prévoir l'avenir n'est pas facile, c'est vrai, dans tous les domaines, et spécialement dans le domaine des personnes handicapées. On ne sait pas comment l'évolution de la personne peut se passer, notamment après le décès des parents. Est-ce que la personne va plonger après le décès des parents? Est-ce qu'elle va au contraire s'épanouir? Moi, je l'ai vu, je l'ai vu dans des familles avec des frères et sœurs qui m'ont dit, depuis le décès des parents, Toto, il a fait des sacrés progrès. Oui, parce que les parents faisaient un peu tout à la place de Toto. Voilà, c'est un autre, toutes ces questions-là, c'est pas facile d'anticiper. Le vieillissement des personnes handicapées est également une problématique nouvelle. Après le décès des parents, il faut essayer d'anticiper, il faut essayer de réfléchir à toutes ces questions-là. C'est pas facile, je ne vous le cache pas, et je n'ai pas de réponse globale. Ce que je vous présente là, c'est une réflexion issue de ma pratique professionnelle et des nombreuses familles que j'ai pu rencontrer ou que je continue à rencontrer sur ces questions-là.
Trois questions que je vous propose de regarder ensemble. Le lieu de vie de la personne handicapée, qu'est-ce qu'elle va devenir? Que va-t-il devenir quand nous ne serons plus là? La protection juridique, hein, les problèmes de tutelle, de curatelle et autres, il faut quand même qu'on en parle un petit peu, et la transmission du patrimoine familial. Voici les trois points sur lesquels je voudrais apporter un petit peu quelques réflexions. Une fois de plus, ce sera à vous, en fonction de votre situation personnelle, de réfléchir plus en détail, et je serai là, si nécessaire, pour vous accompagner, comme je vous le préciserai à la fin, dans cette réflexion plus individuelle. La question du lieu de vie de la personne handicapée, c'est la question de tous les parents. Que va-t-il devenir plus tard? Peut-il rester chez les parents, dans la maison des parents? Quel est le rôle des frères et sœurs? Je vois souvent les familles qui me disent, de toute façon, ses frères et sœurs s'en occuperont. Ah oui, c'est vite dit, c'est pas forcément si facile à vivre, surtout pour les frères et sœurs. Il faudra là aussi anticiper la question, ne pas attendre qu'il soit trop tard, anticiper les problèmes d'hébergement et anticiper les questions d'accompagnement de la personne, de l'enfant handicapé dont il s'agit. On va voir un petit peu ces questions-là. Rester chez les parents après leur décès, c'est une question qui m'a été souvent posée par les familles. Notre enfant, il a l'habitude de vivre avec nous, on ne le voit pas vivre ailleurs. Est-ce qu'il pourra, quand nous ne serons plus là, rester à la maison? Il y a deux problèmes. Il y a le problème médico-social, nous allons voir d'abord, et le problème juridique, que nous verrons après. Du point de vue médico-social, il est évident que ce n'est pas évident. Savoir s'il est possible que la personne handicapée reste seule au domicile des parents après le décès de ceux-ci, je dirais pourquoi pas. Il n'est pas interdit de l'envisager à condition que la personne handicapée en ait, entre guillemets, la capacité, en ait la volonté, en ait le souhait et puisse vivre sans l'accompagnement des parents. Je dis bien, si c'est possible, il n'est pas interdit de l'envisager. Je mets beaucoup de précautions. Vous savez, c'est comme les problèmes des maisons de famille. C'est souvent pas à la maison qu'on est attaché, c'est à ceux qui sont dedans. En matière d'enfants handicapés, c'est la même chose. Hein, c'est aux parents que les enfants sont attachés, pas spécialement à la maison. C'est une solution qui peut être envisagée, qui peut être éventuellement provisoire. On peut essayer, voir ce que ça donne, pour savoir si la personne peut effectivement rester dans la maison de ses parents, mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui doit être anticipé. Je vois des parents qui me disent, est-ce que notre enfant pourra rester dans la maison? Et puis, ils n'ont jamais essayé de le laisser tout seul, ne serait-ce qu'un week-end. Je leur dis, écoutez, partez un week-end et puis on va bien voir avec votre fils ou avec votre fille comment ça se passe. S'il met le feu à la maison, oui, on s'apercevra que ce n'était pas possible. Bon, ça sera peut-être un peu trop tard. Voilà, tout ça, ça s'anticipe, tout ça, ça se réfléchit. On peut faire des expériences, laisser l'enfant quelques heures, laisser l'enfant une journée, laisser l'enfant un week-end, et puis ma foi, on voit comment ça se passe. Mais on sait bien évidemment en matière de personnes handicapées qu'il ne pourra pas de toute façon rester seul dans la maison, qu'il faudra toujours qu'il soit accompagné. Et c'est là où il va falloir, là aussi, anticiper avec les services d'aide à domicile, les services d'accompagnement à la vie sociale, les services de soins infirmiers, etc., etc. Il va falloir prendre contact avec la MDPH, il va falloir prendre contact avec les services sociaux pour étudier la mise en place d'un accompagnement de la personne handicapée si on peut envisager qu'il reste dans le domicile familial après le décès de ses parents, avec toutes les précautions que je vous ai dites. Du point de vue juridique, là encore, pourquoi pas? Mais la composition familiale, bien entendu, là aussi a son importance. Laisser l'enfant handicapé au domicile des parents ne doit pas nuire à l'harmonie familiale. Vous savez, j'insisterai beaucoup tout au long de cette présentation sur le rôle des frères et sœurs.
Le rôle des frères et sœurs d'une personne handicapée, il n'est pas facile. Être frère ou sœur d'une personne handicapée, ça a toujours été quelque chose de douloureux. On sera toujours le frère ou la sœur d'une personne handicapée, même après le décès des parents. Et les frères et sœurs, il faut aussi qu'ils fassent leur vie. Les frères et sœurs, ben, ils auront leurs conjoints, leurs enfants, leur métier, leurs soucis, leur chômage, leur divorce, leurs problèmes. Euh, il faut bien préserver l'équilibre familial, il faut bien préserver l'harmonie familiale si on veut que les choses se passent bien. Lorsqu'il y a plusieurs enfants, vouloir que l'enfant handicapé reste dans la maison, ben, ça pose la question de la part des frères et sœurs, qui après tout sont bien en droit eux aussi de récupérer leur part de succession, comme on le verra tout à l'heure. On peut envisager un bail au profit de l'enfant handicapé qui devra payer un loyer à ses frères et sœurs. On pourra envisager des conventions d'indivision. Il y aura le problème du paiement des charges, de l'entretien, du chauffage, des travaux, etc. Tout ça, bien entendu, doit être organisé. Il faut communiquer beaucoup avec les frères et sœurs et se poser, bien entendu, les questions et anticiper avant le décès des parents. Pourquoi pas faire des expériences pour voir comment ça peut éventuellement s'organiser, là encore, sous toutes les réserves que je vous ai dites préalablement. Aller chez les frères et sœurs, ça aussi, c'est une question qu'on envisage souvent. Oui, mais de toute façon, quand on ne sera plus là, ces frères et sœurs vont s'en occuper. Ben, d'abord, ça suppose qu'il y ait effectivement des frères et sœurs. Ça suppose que les frères et sœurs veuillent bien prendre en charge leurs frères ou leurs sœurs handicapés. Ce n'est pas forcément évident, je le répète. Les frères et sœurs, ils ont droit à leur vie. Ils auront leurs conjoints, leurs enfants, leurs soucis, leur métier, etc. Là encore, il ne faut pas leur coller une charge qu'ils subissent depuis leur plus tendre enfance. Depuis très longtemps, ils ont un frère ou une sœur handicapée. C'est lourd, c'est lourd. Il faut en avoir conscience, il faut respecter la personnalité, l'avenir, l'équilibre familial. Les frères et sœurs, légalement, n'ont aucune obligation. Il n'y a pas d'obligation entre frères et sœurs comme il y a des obligations entre parents et enfants ou des obligations des enfants vis-à-vis de leurs parents. Les frères et sœurs, ça aussi, il faut leur préciser, ils ne seront jamais sollicités financièrement. On ne leur demandera jamais de participer financièrement aux besoins de leurs frères ou sœurs handicapés. C'est une question qui m'est fréquemment posée parce que les parents, effectivement, prennent en charge un certain nombre de dépenses, un certain nombre de frais pour leur enfant handicapé. Il n'y a aucune obligation pour les frères et sœurs. Ils ne seront jamais sollicités. Il n'y a pas d'obligation alimentaire entre frères et sœurs. Donc ça, il faut que ce soit des choses qui soient très claires pour les frères et sœurs. Ils sont totalement libres de ce côté-là. Je vais dire la même chose que pour les enfants dont on envisage qu'ils restent au domicile des parents. On peut envisager ça à titre provisoire. Et il faut, bien entendu, l'anticiper. Il faut que le frère ou la sœur aille faire que l'enfant handicapé aille faire des petits séjours chez ses frères et sœurs pour qu'on voit comment ça se passe, pour qu'on voit comment l'harmonie familiale est préservée, pour que ça convienne à chacun, aussi bien à l'enfant handicapé qu'à ses frères et sœurs, qui, je le répète une fois de plus, ont droit à leur vie. Ça doit être organisé, ça doit être accompagné. Là aussi, les frères et sœurs peuvent se faire aider par des services d'aide à domicile, par des services d'accompagnement à la vie sociale, par des services de soins infirmiers. C'est quelque chose qu'il faut mettre en place. Autant dire que c'est relativement compliqué quand les frères et sœurs n'habitent pas sur place, quand les frères et sœurs notamment habitent dans d'autres départements, et j'en envisage même pas le cas où les frères et sœurs habitent à l'étranger. Quand les frères et sœurs habitent dans d'autres départements, c'est toujours très compliqué, c'est toujours très lourd de mettre en place un hébergement, même temporaire, chez les frères et sœurs, de solliciter les organismes sociaux et autres pour accompagner l'enfant handicapé dans un projet de vie future chez les frères et sœurs. Là aussi, tout ça s'anticipe, tout ça s'étudie, et il faut le dire franchement, ce n'est pas non plus facile. Prendre son indépendance, bien entendu, c'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on souhaite évidemment pour l'enfant handicapé qui est au domicile des parents. Là aussi ça s'anticipe. Il faut faire des stages,
il faut aller dans un appartement pédagogique mis à disposition par une association, par un établissement médico-social. Il faut apprendre la vie indépendante avec les accompagnements, là encore, à mettre en place en se renseignant auprès de la MDPH, auprès des services sociaux du département pour savoir quels sont les accompagnements dont l'enfant a besoin pour vivre aussi autonome que possible lorsqu'il prendra son indépendance. Et bien entendu, là encore, ce n'est pas après le décès des parents qu'il faut se poser la question, c'est bien avant qu'il faut faire des tentatives, faire des stages, avoir des projets de ce côté-là. Partir en résidence, partir en foyer, ben, c'est malheureusement ce qui se passe souvent après le décès des parents, lorsque l'enfant handicapé n'est pas en état d'avoir une vie suffisamment autonome, d'être suffisamment indépendant, de faire ses courses, son ménage, sa lessive, et de vivre seul. Sans compter, et ça je le dis souvent dans les réunions avec les parents, que vivre tout seul pour un enfant handicapé, c'est pas marrant. Déjà, pour une personne qui n'est pas handicapée, vivre tout seul, c'est pas drôle. Hein, en général, on se trouve assez rapidement un copain, une copine. Pour une personne handicapée, encore plus, c'est pas toujours facile de vivre tout seul dans son petit studio. On a besoin, tout le monde a besoin de relations sociales. Et partir en résidence, partir en foyer, ça peut être une solution, bien entendu, qu'il faut, là aussi, anticiper, essayer, en faisant des stages dans une résidence pour personnes handicapées ou dans un foyer. Il y a des systèmes qui sont organisés d'hébergement temporaire, de stages d'hébergement, en sachant que c'est toujours très difficile de trouver des places en urgence. Donc là encore, ces questions-là, il faut les anticiper. Je suis toujours un petit peu inquiet quand je vois les parents me dire ben, on verra plus tard, pour l'instant il est chez nous, on s'en occupe, il n'est pas mieux ailleurs. Oui, bien sûr, je sais bien qu'il n'est pas mieux ailleurs que chez ses parents, que ses parents ils se dévouent 24 heures sur 24, 365 jours par an, mais je maintiens, moi, que pour l'avenir de l'enfant handicapé, eh bien, il faut savoir prendre des décisions qui ne sont pas faciles pour les parents. Je ne dis pas qu'il faut couper le cordon du jour au lendemain, mais il faut s'y préparer et préparer l'enfant handicapé à ces situations. Le drame de l'urgence, oui, une fois de plus, j'insiste. Prévoir l'avenir, ce n'est pas facile. Anticiper, c'est malheureusement une nécessité. Les drames de l'urgence, on en voit régulièrement. L'accident, la maladie, l'hospitalisation, le décès des parents peuvent amener à des situations extrêmement compliquées, extrêmement douloureuses. Je ne vous raconterai pas la situation qu'on a vécue il y a quelques années d'une personne handicapée qui est allée toquer chez ses voisins pour leur dire que ben, maman, elle ne se réveille pas. Ouais, maman, elle ne se réveille pas. Maman, elle était décédée, voilà. Et le gamin s'est retrouvé tout seul dans la maison. Je ne vous raconterai pas la situation des personnes handicapées dont les parents ont eu un accident de voiture. Eh bien oui, l'un des deux est décédé dans l'accident, malheureusement, et l'autre est parti en hospitalisation pendant plusieurs semaines, ensuite en rééducation. Toutes ces situations d'urgence sont extrêmement difficiles à gérer, extrêmement douloureuses. Je vous en supplie, ne laissez pas vos enfants handicapés vivre ces situations dramatiques. Bien entendu, il y a toujours les proches, il y a toujours les voisins, il y a toujours la famille. C'est toujours bien, oui, on ne va pas les laisser dans la rue, ils ne seront pas assis sur le trottoir à mendier leur pain. Mais bon, tout cela est extrêmement douloureux, tout cela est extrêmement difficile. Les services sociaux peuvent agir, les associations peuvent agir, les départements ont mis en place des procédures qu'on appelle d'urgence. Donc, on a la réponse accompagnée pour tous. Vous savez, le zéro sans solution.
la communauté 360 avec un numéro d'appel dédié aux situations de personnes en difficulté en matière de handicap. C'est toujours difficile, c'est toujours compliqué, c'est toujours douloureux se retrouver à l'hôpital psychiatrique, se retrouver dans une famille d'accueil, se retrouver dans un foyer où on ne connaît absolument personne, se retrouver en masse alors qu'on n'y a pas été préparé du tout. Je vous en prie, évitez cela à votre enfant handicapé, anticipez, prévoyez, organisez, faites des tentatives. Ce n'est pas facile, mais c'est absolument indispensable. Le vieillissement des personnes handicapées, le vieillissement des personnes avec déficience intellectuelle, c'est un problème nouveau qui se pose actuellement. Les parents vieillissent, comme je vous le disais en introduction, jusqu'à ces dernières années, les enfants handicapés, dans la plupart des cas, décédaient avant les parents. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les parents vieillissent, mais les enfants aussi. Le vieillissement des personnes handicapées, c'est un des gros chantiers actuellement, notamment pour ouvrir des places pour les PHV, ce sont les personnes handicapées vieillissantes. Donc certains EHPAD mettent en place un secteur particulier personnes handicapées vieillissantes, parce que c'est certain que lorsqu'on a une personne handicapée qui vieillit un peu plus vite que les autres, mais qui a 50 ans, 60 ans, là où les résidents de l'EHPAD en ont 90 et plus, eh bien, vous vous doutez que la cohabitation n'est pas toujours facile. Les besoins d'accompagnement ne sont pas les mêmes. Là encore, on a la réponse Accompagner pour tous, la communauté 360 qui essaye, qui tente de faire au mieux avec des maisons de retraite habilitées, enfin habilitées et eux, ça aurait été mieux, pour personnes handicapées. On a aussi malheureusement les situations d'urgence, hôpital, famille d'accueil, foyer, etc. C'est quelque chose là aussi qui s'anticipe. N'attendez pas que les parents ne soient plus en mesure de s'occuper de leur enfant pour trouver des projets d'hébergement, que ce soit en famille, que ce soit en autonomie ou que ce soit en établissement médico-social. Il faut là aussi se poser les questions. C'est douloureux, c'est difficile, je sais, je le répète, mais c'est malheureusement indispensable. Je ne réponds pas à vos questions, hein, que va-t-il devenir plus tard? Je le sais bien que je ne réponds pas à votre situation personnelle et j'en ai bien conscience, mais je ne peux malheureusement rien vous dire d'autre que d'essayer d'y réfléchir, d'essayer d'anticiper et de ne pas laisser l'eau couler sous les ponts. Ça ne fait que des catastrophes. La question de la protection juridique. Alors, je quitte les questions strictement médico-sociales d'hébergement et de devenir des personnes handicapées pour envisager des questions un petit peu plus juridiques sur l'avenir de la personne handicapée. Souvent, malheureusement, je le constate, lorsque l'enfant handicapé reste chez ses parents, aucune protection juridique n'est mise en place. Il faut bien être conscient que ça ne peut pas continuer après le décès des parents. Une personne handicapée a besoin d'être aidée, elle a besoin d'être accompagnée. Il est évident qu'on ne peut pas laisser une personne handicapée mentale, déficiente intellectuelle, toute seule dans la nature, pour faire toutes ces démarches administratives, fiscales, etc., bancaires et autres, toute seule. Ce n'est pas quelque chose d'envisageable. Il faut bien entendu, je vous ai parlé d'accompagnement médico-social tout à l'heure, je vous parle maintenant d'accompagnement juridique. Ces personnes ont besoin d'être aidées. Les situations inorganisées, quand on laisse les choses en l'état, c'est toujours compliqué. On a des situations avec des personnes handicapées qui, soi-disant, ne sont pas sous tutelle, mais qui, bien entendu, n'ont pas la moindre notion de l'argent, qui n'ont même pas leur carnet de chèques, encore moins leur carte bancaire, et surtout pas le code. Parce que c'est les parents qui s'occupent de tout, et puis c'est les parents qui font les déclarations de ressources à la CAF, c'est les parents qui font les déclarations de revenus, c'est les parents qui s'occupent de la banque, etc., etc. Ce sont des mesures de tutelle qui ne disent pas leur nom. Et ça, je trouve ça assez
je le dis franchement, malhonnête, de la part des parents qui nous disent non, 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 nous on ne veut pas d'une mesure de protection, on s'occupe de tout. Ben oui, on s'occupe de tout parce que c'est en réalité vous qui avez la tutelle. Ne vous voilez pas la face, c'est pas la peine de faire semblant. Or, une mesure de protection, c'est assez long à mettre en place. Hein. Pour mettre en place une mesure de protection juridique, je rappelle la procédure. La première chose, c'est d'avoir un certificat médical circonstancié établi par un médecin expert, pas par n'importe quel médecin, un certificat médical. Ce certificat médical du médecin expert, on l'envoie au tribunal judiciaire pour le prononcer d'une mesure de protection. Le juge doit en principe auditionner la personne avant de mettre en place la mesure de protection. Selon les départements, selon les tribunaux, la mise en place d'une mesure de protection, ça peut mettre entre 6 mois et 1 an. Voilà. Ce n'est pas au moment de la succession qu'il faut s'apercevoir que on n'a jamais mis de mesure de protection, on va le mettre en place maintenant. Ben oui, mais ce n'est pas si simple. Hein. Donc là encore, il faut anticiper la mise en place d'une mesure de protection juridique. On en a plusieurs. On a le mandat de protection future. Le mandat de protection future, ce sont les parents qui, devant notaire, établissent les conditions dans lesquelles ils veulent que leur enfant handicapé soit assisté ou représenté dans le futur quand eux-mêmes ne seront plus en mesure de le faire ou qu'ils seront eux-mêmes décédés. Le mandat de protection future, ça se fait devant notaire et c'est mis en place en cas d'incapacité ou de décès des parents. La mesure phare actuelle, c'est la mesure d'habilitation familiale. La mesure d'habilitation familiale, c'est la mesure qui permet de représenter une personne handicapée mentale, soit pour certains actes, on appelle ça une habilitation ponctuelle, ou de façon permanente et globale, on appelle ça une habilitation générale. L'habilitation familiale, ce sont les parents, ce sont les enfants, ce sont éventuellement les frères et sœurs, c'est-à-dire le cercle rapproché d'une personne handicapée qui peut être nommée pour représenter la personne handicapée. L'habilitation familiale suppose une bonne entente familiale. Pourquoi est-ce que ça suppose une bonne entente familiale? C'est parce que dans l'habilitation familiale, on fait confiance à la famille et qu'il n'y a aucun contrôle du juge des tutelles. Il n'y a pas d'autorisation à demander pour les achats ou les ventes, il n'y a pas de compte de tutelle à déposer chaque année au juge, etc. On laisse les parents faire, on laisse les frères et sœurs faire. Ça suppose qu'on leur fasse confiance et ça suppose bien entendu qu'il y ait une bonne harmonie familiale de façon à éviter les conflits qui vont bien entendu revenir auprès du juge. C'est ce qu'il faut éviter. L'habilitation familiale, c'est une bonne mesure lorsque tout se passe bien dans la famille et je sais que des familles d'enfants handicapés, ce sont souvent celles qui s'entendent le mieux. Ce sont celles dans lesquelles j'ai moins de problèmes de succession et de conflits familiaux. Bon, bref, c'est une aparté. La curatelle ou la tutelle, ce sont deux mesures différentes. La curatelle, c'est une mesure d'assistance. En matière de curatelle, on aide la personne. Curatelle simple ou curatelle renforcée quand le curateur gère les comptes. Ou tutelle, qui est la mesure de représentation complète d'une personne handicapée. La curatelle ou la tutelle seront toujours confiées par priorité à un membre de la famille. Voilà, la curatelle ou la tutelle familiale sont toujours priorité. Ce n'est qu'en absence d'un membre de la famille apte à assurer la curatelle ou la tutelle qu'on aura recours à une curatelle ou une tutelle professionnelle, c'est-à-dire exercée par un mandataire judiciaire. C'est malheureusement la solution qui est retenue lorsqu'il y a une mésentente familiale, lorsque les parents sont en conflit entre eux. C'est toujours difficile de distinguer le conflit qu'il y a entre les parents de la situation de l'enfant. Ce n'est pas, je l'ai dit plusieurs fois, ce n'est pas parce qu'on a un mauvais mari que c'est forcément un mauvais père. Mais ça, c'est parce que je suis un homme que je dis ça sans doute. Mais c'est valable aussi pour les mères et pour les femmes. Dans les conflits familiaux, oui, on est souvent obligé de recourir à une curatelle ou une tutelle professionnelle. Ce n'est jamais que le dernier recours. Les parents ont la possibilité de choisir
le tuteur ou le curateur futur. C'est ce qu'on appelle la tutelle testamentaire ou la curatelle testamentaire. Ce sont les parents qui, dans un testament, choisissent le tuteur ou le curateur de leur enfant handicapé. On peut distinguer, pour rentrer un peu dans les détails, mais je vais passer assez vite parce que l'heure tourne, on peut distinguer la protection de la personne de la protection des biens. On peut confier la tutelle de la personne à un tel et la tutelle des biens à un autre. C'est toujours un petit peu compliqué parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de conflit entre les tuteurs. Tout ça doit être réfléchi devant notaire et il faut là encore anticiper avant le décès des parents. Ce n'est pas après le décès qu'on s'aperçoit qu'il y a des difficultés de famille et qu'on n'a pas mis en place de mesures de protection. C'était très rapide sur la protection juridique, mais ça fait partie des réflexions que les parents doivent avoir. Je vous ai parlé d'accompagnement médico-social de l'enfant handicapé après le décès des parents. Je vous ai parlé d'accompagnement juridique de l'enfant handicapé après le décès des parents. Nous allons maintenant rentrer dans, je veux dire, le vif du sujet avec la question de la transmission du patrimoine familial au décès des parents en présence d'un enfant déficient intellectuel, d'un enfant en situation de handicap mental. Voilà, j'espère que vous n'êtes pas perdu, je vais un peu vite hein, parce que on a là un gros pavé à regarder et je vais essayer là encore de répondre à un certain nombre de questions qui m'ont été régulièrement posées par les familles. Tout d'abord, un certain nombre de principes. La succession se partage par parts égales entre tous les enfants, handicapés ou non, ayant une protection juridique ou non. Les enfants sont, selon les principes de la République, égaux en droit, quelle que soit leur situation personnelle, qu'ils aient une belle situation ou qu'ils soient au chômage, qu'ils soient handicapés ou qu'ils soient valides, qu'ils soient, quelle que soit leur difficulté, les enfants sont traités à égalité. Et bien entendu, je sais que cela pose des questions aux parents. On en parlera tout à l'heure. Mais le principe, c'est l'égalité de tous les enfants. Deuxième principe, il n'y a pas de délai particulier pour régler une succession. Il peut y avoir un délai fiscal s'il y a des droits de succession à payer, on en parlera un petit peu plus tard, pour déposer ce qu'on appelle une déclaration de succession. Mais du point de vue des partages, il n'y a pas de délai. On le voit souvent. Au décès du premier des conjoints, il ne se passe rien. On reste dans la situation telle qu'elle et on attend le décès du deuxième pour envisager une vente, un partage des situations comme ça. Là encore, lorsqu'il y a un enfant handicapé, eh bien, l'enfant handicapé reste au domicile des parents au décès du premier. Si les questions n'ont pas été vues avant, et il est encore temps de se poser les bonnes questions pour savoir au décès du deuxième ce qui va se passer, pourra-t-il rester dans la maison, qu'est-ce qu'il va devenir, etc. Il n'y a pas de délai pour ça. Le seul délai, c'est d'agir avant qu'il soit trop tard. Excusez-moi, mais j'insiste beaucoup sur la nécessité d'anticiper. Alors là encore, parmi les questions que me posent les familles, question classique, oui, mais si on lui laisse quelque chose, on va tout lui prendre. On va tout lui prendre. C'est le problème de la récupération des aides sociales dont bénéficie un enfant handicapé. Alors il y a plein de fausses idées à combattre dans ce domaine-là. La récupération des aides sociales, on en parlera surtout dans la prochaine conférence, celle du 3 mars, sur la situation, l'organisation patrimoniale des personnes handicapées. La récupération des aides sociales, la récupération de la prise en charge des personnes handicapées, elle s'opère au décès du bénéficiaire de l'aide sociale. Elle s'opère au décès de l'enfant handicapé. Elle ne s'opère pas au décès des parents. Au décès des parents, l'enfant handicapé hérite, je l'ai dit, comme les autres. Donc non, on ne va pas tout lui prendre au décès des parents. C'est une très très vieille idée qui circule parce qu'autrefois, il y avait
une récupération d'aide sociale en cas, ce qu'on appelait le retour à meilleure fortune. C'est-à-dire que lorsqu'une personne handicapée héritait, à ce moment-là, le département présentait la facture. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus depuis plus de 25 ans, donc peut-être même plus que ça. Donc non, on ne va pas tout lui prendre. Au contraire, on peut, et non seulement on peut, mais il faut laisser un héritage à son enfant malade psychique, déficient intellectuel, handicapé, sans craindre qu'on lui prenne son héritage. Ce qu'il perçoit en capital, il va le conserver. Il va même éventuellement le manger s'il en a besoin, mais ça, j'en parlerai dans la prochaine conférence. En revanche, ce qui est important, c'est d'organiser, d'anticiper la transmission sans attendre le décès. Il faut y réfléchir avant. Une fois de plus, en matière d'aide sociale, ce qui est pris en compte, ce n'est pas le capital, ce sont les revenus. Ce sont les revenus du patrimoine qui participent à l'aide sociale, pas le capital. Ceci dit, c'est en l'état actuel de la législation. Je ne sais pas ce que ça pourra donner dans l'avenir. Donc, pas d'inquiétude, cette mauvaise réflexion, on va tout lui prendre à notre décès, non, 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 non et non, c'est absolument faux. Il faut laisser sa part d'héritage à un enfant handicapé. Deuxième question, à partir du moment où on sait qu'il y a plusieurs enfants, faut-il avantager un enfant? Quel enfant avantager et pourquoi? Faut-il avantager l'enfant handicapé? Faut-il avantager les autres enfants? Là aussi, c'est une situation que j'ai suivie pendant 40 ans. On a toutes sortes de situations et de réflexions familiales. Le réflexe naturel des parents d'un enfant handicapé, c'est de protéger, voire de surprotéger l'enfant handicapé. L'enfant handicapé, excusez-moi, c'est souvent le plus riche de la famille. C'est celui qui a un livret A, qui a un livret B, qui a un livret C, qui a un livret D, dont il n'a absolument pas besoin, parce que les parents, depuis toujours, d'abord prennent tout en charge eux-mêmes et lui bourrent ses économies sans trop savoir si c'est vraiment utile et à quoi ça va servir. C'est un réflexe naturel de la part des parents. Je le comprends parfaitement, l'enfant handicapé a spécialement des besoins, il a besoin d'être accompagné, il a besoin d'être aidé. Avoir un enfant handicapé, c'est 24 heures sur 24, 365 jours par an. Et souvent, les parents viennent me voir en disant ben, nous, on veut absolument que notre enfant handicapé soit protégé, on veut tout lui laisser, c'est pour lui, les frères et sœurs, ils ont besoin de rien, ils ont leur situation, ils ont ce qu'il leur faut, on veut tout laisser à notre enfant. Et puis, vous avez des situations qui sont totalement inverses, où les parents veulent envisager les autres enfants, les enfants non handicapés, en disant ben, l'enfant handicapé, de toute façon, il est pris en charge dans son foyer, c'est le département qui finance, il n'aura jamais besoin de rien. Nous, on veut absolument favoriser les autres parce que ben, on sait qu'après notre décès, ils vont s'en occuper, on sait qu'ils vont plus ou moins le prendre en charge, donc on veut que ce soit eux qui soient avantagés autant que possible. Alors, ce sont des réflexions moi, que je laisse à l'analyse de chacun. C'est un choix extrêmement personnel. Faut-il avantager un enfant? Lequel? Je dis toujours oui, si c'est utile. Non, si c'est inutile. Mais c'est aussi un choix éthique familial. Là encore, j'y reviens. L'harmonie familiale, elle est importante. Les frères et sœurs, ils savent qu'après le décès des parents, ils auront toujours ce frère ou cette sœur handicapé. Ça sera toujours un petit peu leur souci. Il ne faut pas créer des déséquilibres en famille en mettant des charges sur les uns ou sur les autres ou des responsabilités sur les uns ou sur les autres. Il faut faire attention à préserver l'harmonie familiale, il faut faire attention à préserver, je le dis franchement, la vie des frères et sœurs. Équilibre sociétal aussi. On parle souvent d'intégration des enfants handicapés dans la société. On veut absolument que les enfants handicapés participent à la société. C'est tout à fait louable, c'est tout à fait normal. Dans ce cas-là, pourquoi vouloir leur donner une part en plus ou au contraire une part en moins? Je ne sais pas si l'intégration des enfants, ce n'est pas de donner une part égale à chacun des enfants.
Même chose en ce qui concerne des problèmes de récupération d'aide sociale. On dit souvent, nous, on veut tout donner aux autres pour éviter la récupération d'aide sociale au décès de notre enfant. Ben oui, puis c'est les premières personnes qui vont se plaindre qu'il n'y a pas assez de postes d'éducateurs, qu'il n'y a pas assez de place dans les établissements pour personnes handicapées, que le département n'en fait pas assez, etc., etc. Bon, ben là encore, je maintiens que si on veut être logique avec soi-même, il faut accepter les questions de récupération d'aide sociale, de participation, d'équilibre. C'est un équilibre non seulement familial, mais c'est un équilibre également sociétal. Il faut avoir ces réflexions en tête. Plusieurs techniques pour avantager un enfant. Je ne dis pas que c'est l'enfant handicapé ou les autres, ce sont les parents qui vont décider de ce qu'ils veulent faire. On peut avantager un enfant en jouant sur ce qu'on appelle la quotité disponible. La quotité disponible, c'est la partie de vos biens dont vous pouvez librement disposer en fonction du nombre d'enfants. Quand on a un enfant, la quotité disponible, c'est la moitié. Quand on en a deux, c'est un tiers. Quand on en a trois ou plus, c'est un quart. Quand on a quatre enfants, on peut par exemple disposer du quart de ses biens au profit de qui on veut. Donc on peut en disposer au profit de l'enfant handicapé, on peut en disposer au profit des autres enfants, on peut en disposer au profit de son conjoint, on peut en disposer au profit d'une association, etc. C'est ce qu'on appelle la quotité disponible selon le nombre d'enfants. Deuxième possibilité pour avantager un enfant, c'est l'assurance vie. Dans l'assurance vie, vous savez que c'est un placement financier fait par les parents et cette assurance vie permet de désigner un bénéficiaire. Le bénéficiaire, c'est la personne qui va recevoir le capital lors du décès du souscripteur, lors du décès de l'assuré. Eh bien, dans une assurance vie, c'est hors succession. Donc, une assurance vie, on peut désigner comme bénéficiaire soit l'enfant handicapé, soit les autres, soit son conjoint, soit une association, soit n'importe qui. On est libre de désigner le bénéficiaire que l'on veut, à condition, là encore, de ne pas exagérer et de ne pas mettre la totalité du patrimoine dans une assurance vie au profit d'une seule personne. C'est ce qu'on appelle les primes manifestement exagérées. Le Code civil a inventé des choses très compliquées. C'est ce qu'on appelle la renonciation anticipée à l'action en réduction, c'est-à-dire que les enfants peuvent, par avance, renoncer à tout ou partie de leur part successorale à l'occasion d'une donation ou d'une donation partage. Bien entendu, c'est très, très entouré de protection au titre du devoir de conseil et de la protection des droits fondamentaux et de la réserve héréditaire des enfants, la réserve héréditaire étant la part minimum qui doit leur revenir. La renonciation anticipée à l'action hors réduction, c'est une possibilité, par exemple à l'occasion d'une donation-partage des parents pour que certains enfants acceptent une réduction de leur part au-delà de ce qui est autorisé par le Code civil. Bien entendu, lorsqu'il s'agit de la personne handicapée ne peut pas renoncer à ses droits au profit des frères et sœurs. La personne handicapée est toujours protégée de ce côté-là. La SCI, la Société civile immobilière, j'en parlerai tout à l'heure, la SCI est une possibilité également pour avantager indirectement un enfant, c'est-à-dire que dans une société civile immobilière, on va établir des statuts et les statuts peuvent réglementer la transmission des parts en cas de décès de l'un des associés. La SCI peut permettre de nommer un gérant et de varier les pouvoirs du gérant en lui en donnant plus de pouvoir ou moins de pouvoir. Là encore, c'est en fonction de la situation personnelle, du patrimoine familial de chacun que l'on va pouvoir organiser la réflexion familiale. Quelques notions juridiques encore. Différence entre donation et testament. Quand vous faites une donation, la donation elle a un effet immédiat. Vous donnez, vous n'êtes plus propriétaire. Dans votre testament, quand vous faites un testament, le testament ne prend effet qu'au décès de la personne qui établit le testament. Donc la donation, c'est effet immédiat, comme le disent les gamins, hein, donner c'est donner, reprendre c'est voler. Voilà, donc à partir du moment où vous avez donné, vous n'êtes plus propriétaire. Dans un testament, vous pouvez modifier votre testament, puisque votre testament il ne prendra effet qu'au décès des parents. La donation peut être une donation partage. La donation partage, c'est l'acte par lequel les parents
de leur vivant, organisent le partage de leurs biens entre leurs enfants. Et le testament-partage, c'est l'acte par lequel une personne, dans un testament, établit le partage de ses biens entre ses enfants. Alors le problème du testament-partage, c'est qu'il est toujours individuel et que les deux parents ne peuvent pas faire ensemble un testament-partage. Les deux parents ne peuvent faire ensemble qu'une donation-partage. Ces donations ou ces testaments peuvent s'accompagner, parmi les mesures proposées, d'un démembrement de propriété. Le démembrement de propriété, ça veut dire réserver l'usufruit aux parents et ne donner que la nue propriété aux enfants. L'usufruit, ça veut dire que les parents se réservent l'usus, l'usage, et les fruits, c'est-à-dire les revenus. Les parents qui font donation d'une maison avec réserve d'usufruit, ils se réservent le droit d'habiter la maison, d'en avoir l'usage, ou de la louer, c'est-à-dire d'en encaisser les loyers et les fruits. Les enfants, ils sont ce qu'on appelle nus propriétaires, c'est-à-dire que ce sont eux qui sont propriétaires, mais ils n'ont pas l'usage ni le revenu. Donc c'est pour ça qu'on dit c'est une propriété toute nue. C'est une propriété qui n'est pas pleine propriété. L'assurance vie, je vous le rappelle, l'assurance vie, c'est un placement financier souscrit par une personne qu'on appelle le souscripteur, qui est en général l'assuré, et l'assurance vie permet de désigner un bénéficiaire, l'assurance vie étant hors succession. Alors, quelle technique de transmission, notamment parce que c'est une question qui est souvent posée, pour conserver un bien dans la famille? On a la maison de famille à la campagne, à la montagne, au bord de la mer, etc. Tout le monde y est très attaché, c'est la maison des parents, des grands-parents, tout le monde va y passer ses vacances, on veut absolument que ça reste dans la famille. Là encore, c'est quelque chose qui peut s'envisager, mais il faut anticiper la question à l'occasion d'une donation-partage. L'une des techniques pour garder un bien dans la famille à l'occasion d'une donation ou d'une donation-partage étant de stipuler une donation ou un legs graduel ou résiduel. Je n'ai pas trop le temps de rentrer dans la technique. La libéralité résiduelle, c'est la possibilité pour les parents qui font une donation à leurs enfants de prévoir qu'en cas de décès d'un de leurs enfants sans postérité, par exemple en cas de décès de l'enfant handicapé, sans postérité, les biens qui lui ont été donnés reviendront aux autres frères et sœurs ou à un bénéficiaire, pourquoi pas une association ou quelque chose comme ça. C'est donc une disposition qui permet de conserver un bien dans la famille. Ça évite la fiscalité en ligne collatérale, c'est-à-dire les droits de succession entre frères et sœurs qui coûtent beaucoup plus cher que les droits de succession en ligne directe. Indirectement, ça évite aussi les récupérations d'aides sociales, puisque si c'est l'enfant handicapé qui décède en premier, eh bien, le bien revient aux autres frères et sœurs. Il est censé n'avoir jamais été dans le patrimoine de l'enfant handicapé. Et ça permet donc de garder un bien dans la famille, la libéralité résiduelle, dans le cas d'une donation-partage ou d'un legs, éventuellement. C'est une disposition que les notaires connaissent bien et sur laquelle il ne faut pas hésiter à les interroger. L'assurance vie, souscrite par les parents, permet de désigner un bénéficiaire. Donc, hors succession civile, à condition de ne pas tout y mettre, et hors succession fiscale, puisque le régime fiscal de l'assurance vie en matière de succession est extrêmement favorable. Ça permet de protéger le conjoint, un héritier, éventuellement quelqu'un d'autre, mais l'assurance vie, c'est toujours sur des disponibilités financières. Vous ne pouvez pas mettre votre maison dans une assurance vie, vous ne pouvez y mettre que votre épargne. La SCI, combinée à une disposition résiduelle, permet là aussi de conserver un bien dans la famille. Je suis obligé d'aller assez rapidement parce que je vois malheureusement l'heure qui tourne, mais si vous regardez ça en replay, vous pourrez vous passer plus de temps sur les slides du PowerPoint. Quel bien attribuer à un enfant handicapé? De l'immobilier, oui, à condition qu'il puisse en profiter personnellement, c'est-à-dire s'il est capable d'y habiter, non s'il ne peut pas en profiter lui-même. Vouloir lui attribuer un bien en disant il en tirera des loyers, ça ne sert strictement à rien, puisque les loyers qu'il va percevoir vont diminuer son allocation adulte handicapé. L'allocation adulte handicapé, elle est toujours subsidiaire. Donc s'il a des revenus, eh bien, il touche moins ou il perd son allocation adulte handicapé. En plus, les revenus, ils sont affectés aux frais d'hébergement
lorsque l'enfant handicapé est en foyer d'hébergement, et puis en plus, ils sont imposables. Donc, ça rentre dans les revenus qui sont fiscalisés. Donner des revenus à une personne handicapée, c'est vraiment quelque chose qu'il faut analyser. Ça sera l'objet de la conférence suivante. On préférera, dans la plupart des cas, un lot en argent au profit de l'enfant handicapé de façon à le placer sur un contrat d'épargne handicap. Ça, c'est très important. J'en reparlerai dans la prochaine conférence sur l'organisation patrimoniale des personnes handicapées. Les personnes handicapées, lorsqu'elles sont autonomes dans la vie, qu'elles ont un logement indépendant, elles ont besoin de revenus. Lorsqu'elles ne sont pas autonomes dans la vie, qu'elles sont en foyer d'hébergement ou autre, elles ont besoin de réserves financières pour payer tout ce qui n'est pas pris en charge autrement, les vêtements, le coiffeur, le pédicure, les cigarettes, etc., etc. Donc, je préfère souvent, dans un partage de famille, attribuer à un enfant un lot en argent, parfois un bien immobilier, mais en sachant que le bien immobilier sera destiné, après le décès des parents, à être vendu, de façon à ce que l'enfant dispose d'une épargne financière qui lui permettra de pourvoir aux besoins qui sont les siens lorsque ses parents ne seront plus là pour l'accompagner. S'il est capable d'autonomie, on privilégiera les revenus. Il faut à ce sujet que les parents questionnent leur caisse de retraite. Un certain nombre de caisses de retraite organisent une réversion de retraite non seulement au profit du conjoint, mais également au profit des enfants handicapés. Si l'enfant n'est pas susceptible d'autonomie, on privilégiera une épargne. Je passe rapidement sur tout ça parce qu'on en reparlera plus en détail dans la prochaine conférence. Bien analyser pour l'enfant handicapé ses ressources, ses besoins, l'immobilier et ce fameux contrat épargne handicap qui est souvent le meilleur placement pour lui parce que c'est un contrat qui n'est pas pris en compte pour le calcul de l'allocation adulte handicapé. C'est un contrat sur lequel on ne participe pas aux frais d'hébergement et qui en plus est exonéré de cotisations sociales. Vous avez vu que les cotisations sociales ont encore augmenté dans la dernière loi de finances, celle qui a été si longue à mettre en place. Donc, les cotisations sociales ont augmenté. Le contrat d'épargne handicap pour une personne handicapée est exonéré de ces fameuses cotisations sociales et on peut éventuellement transformer un contrat d'épargne handicap en rente viagère. La rente survie, c'est la rente qui est souscrite par les parents d'un enfant handicapé pour le jour où ils ne seront plus là, pour que l'enfant puisse à ce moment-là toucher une rente. Elle est attribuée hors succession à l'enfant du bénéficiaire. Les contrats de rente survie, elles coûtent quand même relativement cher entre le capital qu'il faut y mettre et la rente dont bénéficie l'enfant handicapé, mais ça, c'est un avis assez personnel. Je vais terminer avec la nécessaire protection du conjoint. Les parents, bien entendu, ont le souci de leur enfant handicapé, c'est parfaitement normal. Il ne faut pas oublier, avant tout, de protéger le conjoint. Les droits du conjoint, et un conjoint, c'est toujours un conjoint marié. Hein. Le PACS, le concubinage, ça ne donne pas de droits successoires. Les droits légaux du conjoint sont souvent insuffisants. On peut avantager son conjoint par une assurance vie. On l'a vu tout à l'heure. C'est souvent bénéficiaire, mon conjoint, à défaut, mes enfants vivants ou représentés, etc. On peut avantager son conjoint par une donation entre époux, qu'on appelle dans le langage courant une donation au dernier vivant, par exemple dans les familles recomposées, pour assurer au conjoint des revenus sur la succession tout en maintenant l'égalité des enfants. La donation entre époux, la donation au dernier vivant, j'insiste toujours, elle réduit la part des enfants, elle ne supprime pas la part des enfants. Et donc, au décès du premier des époux, les enfants héritent. Ils ne touchent pas leur héritage tout de suite, ils ne touchent leur héritage qu'au jour de la vente ou au jour du décès du second des parents. Donc, le survivant n'est pas totalement libre. Si on veut que le survivant soit totalement libre de ses biens, il faut faire non pas une donation entre époux, mais il faut faire un contrat de mariage. Dans un contrat de mariage qui peut très bien être fait en cours de mariage. On parle toujours du contrat de mariage des futurs époux, mais on peut très bien, étant marié depuis 10, 15, 20, 30 ou 40 ans, faire un contrat de mariage.
Il n'y a pas de délai pour faire un contrat de mariage. Dans un contrat de mariage, à condition que ce soit les enfants du couple, on peut prévoir ce qu'on appelle une clause d'attribution de communauté ou une clause de prélèvement d'un bien, de façon à garantir l'indépendance juridique et financière du conjoint qui, le jour où il voudra vendre la maison pour partir en maison de retraite, n'aura pas besoin de la signature des enfants et notamment de toutes les complications en présence d'un enfant handicapé. Il y a des avantages et des inconvénients civils et fiscaux qui sont les mêmes. Avantage, les enfants n'héritent pas au décès du premier, ils n'héritent qu'au décès du deuxième. Inconvénient, ils n'héritent pas au décès du premier, ils n'héritent qu'au décès du deuxième. Il faut être assez sûr de soi quand même. Et puis fiscalement, il faut faire attention, puisqu'on n'a pas de succession au décès du premier, on a des successions au décès du deuxième, donc ça risque d'augmenter les droits de succession. Je passe sur la procédure de changement de régime matrimonial et je fais un dernier focus sur la fiscalité, une succession, combien ça coûte? C'est une question récurrente. Les abattements en ligne directe, c'est-à-dire entre parents et enfants, vous avez un abattement de 100 000 euros par enfant et par parent. Donc, si vous avez un enfant, l'abattement, c'est 200 000, parce qu'il y a 100 000 euros dans la succession du père, 100 000 euros dans la succession de la mère. Et cet abattement se reconstitue tous les 15 ans. On peut donc anticiper. Il y a également un abattement particulier sur les donations de sommes d'argent. Et pour les enfants handicapés, on a un abattement supplémentaire de 159 325. C'est-à-dire que l'enfant handicapé ne paye de droits de succession qu'au-delà de 259 325 euros par parent. Et si vous avez les deux parents, ça multiplie l'abattement par deux, par donation et succession. Et là encore, tous les 15 ans. Donc, les droits de succession, c'est une question à se poser. Il ne faut pas toujours dramatiser. Lorsqu'on a 4 enfants, par exemple, et que les enfants ont 2 parents, eh bien, ils ont chacun 100 000 euros d'abattement dans la succession du père, ça fait 400 000. 100 000 euros d'abattement dans la succession de la mère, ça fait encore 400 000, ce qui leur donne au total 800 000 euros d'abattement. On ne payera de droits de succession qu'au-delà de 800 000 euros. Bon, ce n'est pas forcément tout le monde qui a un patrimoine taxable au droit de succession. Il faut regarder au cas par cas. Les transmissions collatérales entre frères et sœurs coûtent bien entendu beaucoup plus cher. L'assurance vie est encore plus favorisée, puisqu'en matière d'assurance vie, c'est 152 500 euros par bénéficiaire pour les sommes placées avant 70 ans. Si vous avez 4 enfants, vous pouvez mettre 152 500 euros pour chacun des enfants qui vont s'ajouter aux 100 000 euros de succession ordinaire. Mais ça, c'est uniquement pour les sommes placées avant 70 ans. Pour les sommes placées après 70 ans, c'est extrêmement réduit. Là encore, vous voyez la nécessité d'anticiper et de réfléchir par avance à toutes ces dispositions pour savoir qu'est-ce qu'il faut prendre. Les frais de notaire, oui, je termine par ça parce que on me pose toujours la question. Oui, combien ça coûte? Notaire, c'est toujours trop cher. Notaire, en réalité, il faut savoir que c'est un percepteur. Donc, dans les frais de notaire, vous avez essentiellement des frais et taxes qui reviennent à l'État. J'insiste toujours, parce que je suis notaire, donc je me dois de faire ça. Les honoraires, les frais de l'étude du notaire, c'est un peu compliqué. Comptez en moyenne 2% de l'ensemble des actifs. C'est une moyenne très générale. N'hésitez pas à demander, bien entendu, des renseignements à l'occasion de la consultation que vous allez faire chez votre notaire. Au prochain épisode, parce que là, je suis allé très vite, mais j'ai déjà dépassé le temps, je vais me faire attraper par Mme Gio. Au prochain épisode, le 3 mars, nous verrons la situation particulière de l'enfant handicapé. Quelles sont ses ressources, quels sont les placements qu'il faut lui faire, qu'est-ce que les questions de récupération des aides sociales, les problèmes de succession de la personne handicapée, qu'est-ce que tout ça devient au décès de la personne handicapée. Aujourd'hui, j'ai parlé plutôt de la situation des parents. Je sais que je vous en ai dit beaucoup. Je suis obligé d'aller très vite parce que l'heure tourne, mais je suis bien entendu à votre disposition. Maintenant, pour un échange des questions-réponses, je vous demanderai des questions d'intérêt général. Je ne peux malheureusement pas répondre à votre situation particulière, individuelle. Je vous ai donné un certain nombre de réflexions.
j'essaierai d'apporter les réponses si possible. Si vous avez des questions plus individuelles, des cas particuliers, je suis bien entendu à votre disposition pour y répondre en dehors de cette conférence. Vous pourrez, par exemple, en allant consulter votre notaire, lui proposer une visioconférence avec moi. J'ai un petit peu l'habitude de ces questions-là. Je sais un petit peu quelles sont les questions qu'il faut poser. La plupart de mes confrères qui sont très compétents dans les domaines de droit de la famille, de droit immobilier, de droit des affaires, etc., n'ont pas forcément une expérience particulière des situations des familles avec enfants handicapés. C'est un petit peu compliqué. Je suis à votre disposition si vous souhaitez que j'accompagne un confrère dans cette réflexion. C'est bien entendu gratuit. Je ne suis pas rémunéré pour vous aider. Voilà, donc je vais maintenant rendre la parole à Madame Gio pour un petit moment d'échange si vous avez des questions. Je sais qu'il y a un chat qui a pu se mettre, qui a pu se développer en cours de route. Alors, comme je ne suis pas très doué en informatique, je n'y ai pas accès. Madame Gio, je vous rends la parole.